Bienvenue à tous, nous sommes à Libreville, au bord de plage. Et notre équipe a décidé de s'intéresser au parcours atypique d'un artiste gabonais devenu chef du protocole des cérémonies auprès du président de la République. Lui, c'est Serge Abessolo. De pigiste photographe au service du président de la République, ça il faut le faire, il nous raconte aujourd'hui son histoire. Bonsoir Serge Abessolo. Ça va bien? Toujours bien. Toujours bien, en forme? Toujours. Alors nous on en profite pour faire carrément un point, un focus sur toi, parce qu'on trouve que tu as un parcours assez atypique. C'est pas tous les jours qu'on trouve des personnes qui ont un parcours assez exceptionnel comme le tien. Ben oui, on va parler de ce grand voyage qui va de l'humour, de la comédie au protocole de la République. Ça, c'est vraiment un parcours atypique. En fait, c'est le parcours, en fait, on va dire, d'un enfant d'un quartier sous-intégré. Parce qu'en fait, un petit enfant turbulent de quartier intégré. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai pas été très brillant dans l'enseignement général. Oui. C'est comme ça qu'à un moment donné, ma mère décide de m'inscrire au collège d'enseignement technique pour y faire de la mécanique. Donc j'ai envie de dire, on m'y a emmené, c'était pas mon choix. Voilà. Donc je fais un CAP, un BET en mécanique automobile. Et puis avec la mort de mon père en 1995, je décide de tout arrêter. Pourquoi? Parce que j'étais l'aîné chez mon père et mes sœurs à l'époque, elles n'avaient rien. Je me retrouvais, j'ai envie de dire, patron de cette famille. Alors je décide de trouver un emploi parce qu'à l'époque, on payait déjà la bourse au Gabon. Les lycéens au Gabon ont une bourse trimestrielle qui, on a une bourse trimestrielle. À l'époque, elle était de 21 500. Aujourd'hui, elle a augmenté. Et je me suis dit, mince, 21 500 par trimestre, ça risque pas de gérer la famille. Donc j'ai tout arrêté. Et j'ai rencontré un type avec qui je discutais de tout et de rien. Il me dit, c'est bizarre, ta façon d'expliquer les choses, je trouve que tu as un regard très photographique. Photographique, je veux dire quoi. Et c'est comme ça qu'il me propose de travailler dans son journal et d'être photographe. Est-ce que tu avais déjà fait de la photo une fois? Je crois pas. Et il me dit non, il faut être photographe dans mon journal. Je dis écoute, moi tant que tu me payes, moi je te fais les photos que tu veux. Les 2 premiers numéros, c'était des photos vraiment pas bien faites. Mais j'ai compris plus tard que c'était pas tant moi qui avait un mauvais œil, c'est le laboratoire où je développais. Parce qu'en fait, il se trouve que beaucoup de labos photos, ils ne calculent pas la sensibilité sur le développement des films. Parce qu'un film, c'est 100 ISO, 200, 400. Exactement. Alors, souvent, ils règlent une fois, et donc tous les films que vous emmenez, ils développent. Parfois, vous avez des photos sous-exposées, surexposées, machin. Et après, j'ai changé de labo. Je suis allé développer ailleurs, et là, j'avais de meilleures photos. Je me suis dit, donc, c'est bon. Bref. J'ai donc été photoreporter. Non, j'ai commencé à faire la photo. Et ensuite, je me suis dit, pour gagner gros, il faut que j'apprenne à écrire moi-même des articles, puisqu'on me paye la photo et l'article que j'écris. J'ai commencé à écrire des articles de sport. C'était pour quel journal déjà? J'ai commencé, le premier journal où j'ai bossé s'appelait Gabon Libre. Gabon Libre, je suis resté permanent à Gabon Libre. J'ai été pigiste à Mimbana, ensuite j'ai dû faire des piges à l'époque pour Jeune Afrique. Après je suis arrivé à la radio, j'ai laissé. Mais quand j'étais dans la photo ou dans la communication, je voulais être pour moi le sens multimédia, entre griffes, pour moi, ça correspondait à un journaliste ou à un homme qui prend un appareil et va en guerre... je vais dire en Afghanistan, qui puisse faire lui-même la photo, la vidéo, l'interview, un vrai reporter. Un JRI. Voilà, je voulais être ça exactement. Et donc, moi j'aimais toujours les sujets de grève, où il y avait des policiers qui mataient les foules. Ça m'intéressait, ou le garde militaire. Et ma plus belle photo que j'ai gardée, c'était un militaire qui courait derrière un manifestant. Mais c'était une photo qui a fait la une. Je l'ai gardée. Et donc à un moment je me dis ouais c'est bien, mais bon si je fais la radio je vais avoir une pige au journal, je vais avoir une pige à la radio. Tu étais toujours en train de calculer ce que ça fait. Oui, parce qu'en fait je vois comment je fais pour d'abord payer un loyer.
Ensuite, comment aider mes sœurs, parce que j'en ai 4. Donc, et un petit frère. Donc comment on fait? Et voilà, donc je commence à faire plusieurs boulots à la fois pour essayer de maximiser mes gains. Et puis on arrive en 1993, en allant couvrir un spectacle. Là j'ai rencontré un collègue qui avait organisé le spectacle. Il avait fait venir Kofi Olomide. Et moi j'étais venu faire des photos. Et là Kofi n'avait pas perçu intégralement son cachet. Donc il dit, je chante pas. Tant que vous n'avez pas cotisé. Et le gars il vient me voir, il me dit, écoute Frangin, là j'ai un problème. Si tu peux leur raconter les histoires que tu me racontes souvent au bureau, moi je te jure, on tombe sur un truc top niveau. Je dis, ouais, je te raconte au bureau, mais je sais pas trop comment je vais le dire en public. Il me dit, laisse tomber, tu fais comme tu me racontes souvent et puis c'est tout. Donc le mec qui monte sur scène, mesdames et messieurs, le spectacle commence. Et en première partie, nous avons un talentueux artiste gabonais qui nous vient, il n'est pas là souvent, c'est la première fois qu'on va le découvrir. Mesdames et messieurs, voici Serge Abessolo. Alors, je pose mon appareil photo par terre et je monte sur la scène. Et les gens regardent, oh, c'est pas le type qu'on voyait qui passait là. Bon. Et quand je suis sur la scène, je me dis, comment tu commences un spectacle? Je leur dis quoi? Je réfléchis. Et eux, en fait, pour eux, le silence que je marque, ça doit être le début de mon sketch. En fait, je sais pas trop quoi dire. Ils applaudissent, comme des gens au pôle Nord. Bonne histoire, mauvaise histoire, il fait froid, on t'applaudit. D'accord. Je suis content. Mais en même temps, j'ai eu 3 inquiétudes. La première, c'est que j'ai vu que tous mes frères de Kingele, Kembo... Le spectacle s'est super bien passé. Que le producteur du spectacle a décidé de m'acheter pour la suite de la tournée. Wow. Et ça m'a fait rire. Pour la première fois de ma vie, j'ai gagné 500 000 francs pour raconter des conneries. Alors que depuis pas mal de temps... Je ne gagnais pas ça au journal en plus. Journal. Je dis, il y a un problème. On te paye pour raconter des histoires. Et c'est là que je me suis souvenu d'un texte à l'époque de mon prof de français, de Martin Luther King, qui disait, si la nature a voulu que tu sois balayeur des rues, balaye bien. Mieux que Michel-Ange quand il peignait ses tableaux, mieux que Beethoven. Un jour on dira ici vécut un grand balayeur qui faisait bien son travail. Je me suis dit, si je raconte des histoires, il faut bien les raconter. On dira ici vécu un bon humoriste qui faisait bien son travail. Donc je laisse tomber la photo, parce que là je me rends compte qu'on gagne bien. La radio, je dis même à mon directeur à l'époque, quand vous avez des problèmes de finances, si ça vous dit, je peux vous prêter de l'argent, vous payez les pigistes, parce que maintenant... Mais là, je rentre dans mon spectacle. Oui. J'écris des spectacles qui marchent super bien. Nous, on s'est dit, on va commencer à 20h30, mais après, on commence à 45. Et ensuite, on m'a dit, ouais, mais nous, on n'a pas les billets pour qu'on ait devant ça, sont les Fonds du Nord. On est ici depuis le matin, et puis on dit que, on ne peut pas venir. Et comment tu arrives à te forger cette personnalité désormais de l'homme du one-man show? Tu fais comment pour, Je sais pas. En fait, c'était des histoires que je racontais. Au début, je savais pas écrire des histoires non plus. Alors, je racontais des histoires que j'avais appris que la mère de ma grand-mère avait apprises de sa grand-mère et qu'elle m'avait racontées tout le temps. Après, on essaye de les actualiser dans un contexte actuel. Et après, j'ai rencontré Cindy Minza, un Camerounais. J'étais allé voir son spectacle. Et j'ai trouvé que c'était un type correct, qui avait des histoires entièrement en français. J'ai dit, tiens, je vais faire comme lui. Je ne suis pas obligé de m'habiller comme tel ou tel. Je vais faire comme lui, en raconter des histoires. C'est là que j'ai choisi de rester en costume cravate et je suis resté comme ça tout le temps. Et c'est là aussi que tu te rends compte que l'humour, c'est pas tant dans le costard qu'on amène, c'est dans ce que tu dis. Parce que tu peux aussi d'un autre côté être en costume et nous raconter des conneries qui nous font pas rire. Exactement. Donc, c'était un ensemble. J'ai choisi ça et je suis content de voir aujourd'hui que 10, 15, 20 ans après, beaucoup d'humoristes sur la place africaine ont des costumes comme moi. C'est bien. Ça, c'est la belle première partie de ton histoire. Ouais. Là, on voit l'humoriste populaire qui devient carrément le modèle de pas mal de jeunes. Et qui devient l'humoriste chic. Parce qu'après, je choisis mon public. Oui. Luther King dit, si vous voulez le faire, faites-le bien. Je choisis un public, un bon public. J'avais le choix, ou faire des concerts populaires dans mon quartier de base, on m'aurait applaudi, mais j'aurais pas gagné d'argent. Exactement. J'ai choisi de faire du spectacle pour une classe de personnes avec un genre de texte, des gens qui payent pour t'écouter. Et voilà. J'avais choisi ça comme ça.
Et très vite, je me suis retrouvé à acheter un premier véhicule, un deuxième. Ça faisait rigolo. Tiens, l'humoriste, il a cette voiture. Ah ouais. Avec quoi? Avec l'argent des rigolos, là. C'était ça, ils ont dit ça. Et de fil en aiguille, qu'est-ce voilà. qui se passe? Et là, je me rends compte que même la radio, la télé, ça m'a rien apporté. Parce que la première fois que je pars en voyage ailleurs, c'est pour raconter des histoires. Donc, je suis invité en France. J'étais la première fois. C'est en quelle année? Je suis invité à Caen en 1994. Je me dis, même quand j'étais à la radio, on m'envoyait même pas en reportage, en province. Et là, on m'invite en France à raconter des histoires. Donc, je fais la France, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Je fais une partie de l'Olympia en 2001. Je vais au Liban. J'ai tout fait en racontant des bêtises, en fait. Et c'est dans ces histoires que tout le monde m'a rencontré. C'est comme ça qu'un réalisateur vient me voir, il me dit, est-ce que tu veux pas jouer dans mon film? Ah ouais, tu veux jouer? Il me dit, ouais. Je me retrouve donc au cinéma, on n'est plus dans le spectacle. Papa, je ne veux plus de Florence. Ça veut dire quoi? Tu ne veux plus que ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe entre elle et moi. Dis-moi seulement comment divorcer d'un mariage coutumier. Après ce tournage, le film sort et un autre réalisateur, Henri-Joseph Koumba, me contacte pour faire son film Les couilles de l'éléphant. Je fais ce film. Tom, où est-il? Espérons que tu seras meilleur sur l'estrade. Hé! Touche pas à ça. Hurlez pas! Victoire! 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 Allez, Vina! Victoire! Tu conduis comme une pute! Une fille désobéissante, c'est comme une calebasse fendue. On ne peut rien en faire. Pour toi, la seule chose qui compte, papa, c'est l'argent, l'apparence et la renommée. Viens. Tu fais un joli perroquet, toi. Oh, putain! Mais je rêve. Le candidat, c'est moi. Hélas. Une bande de singes qui se retrouvent pour comploter sur mon dos. Et vous appelez ça une conférence de presse? Vous savez ce que ça fait quand on tire dans les couilles d'un éléphant? Pardon? Ensuite, j'ai Imunga Ivanga qui me contacte pour son film Dolé, qui marche super bien, qui passe à Cannes avec un bon prix, Fespaco, tralali. J'espère que le Libanais, c'est pas toi, Mougler. Le Libanais? C'est quoi cette histoire? Alors, monsieur Mougler, tu es un drôle de coco. Silence, s'il vous plaît. Pendant 2 mois, tu as figuré sur la liste des champions. Et puis, plus rien. Ah, si. Des étoiles de paresse. Il est l'enfant qui marche tout seul dans la rue. Maigre nègre, maigre nègre. Les grands, les enfants. Participons au jeu Dolé. 1 million? Oui. Pour combien de chances? 3 chances. Tu t'amuses à risquer ton avenir en faisant l'intéressant en classe. Mais c'est lui qui... Ensuite, en 2001, je me lance dans une série qui s'appelle Les années école, où je suis prof de sciences physiques. Oui, à l'homme sur Aïta? Monsieur Ulrich Tonda. Oui, monsieur. J'ai ici 2 visiteurs qui me réclament la cassette. Vous voyez de qui je vais parler? Comment? Ils sont chez vous. Chère Poufias, voleuse de cassettes, je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait. Vous êtes des mauvaises filles et je vais vous punir. Vous avez dit dans un placard. D'accord, je vais regarder. Tenez. Il n'y a plus de palabres. Merci, monsieur. Vous me sortez d'une situation pénible. Bref, je pars au cinéma en fait. Et ça met une pause sur mon spectacle. À un moment, je me dis, bon, j'ai fait toutes les salles. On fait quoi encore dedans? Donc je fais un dernier spectacle je crois en 98 qui s'appelle Adios. 10 ans de moi, le spectacle. Parce qu'en fait, chacun de mes spectacles avait un nom. Donc là, je fais 10 ans de moi. Adios. Oui. Je fais ce spectacle et puis je décide d'arrêter. 1 an après, je me rends compte que la scène est vide parce que
Jusque-là, je trouve qu'il n'y a pas un gars qui a remplacé. Et ma clientèle te redemande. Oui. Et je décide de revenir avec un spectacle qui s'appelle Coucou, me revoilà. Bonne parade marketing. Hein. Voilà. Donc je fais ce spectacle, d'autres scènes s'enchaînent, et puis je reviens encore au cinéma, je vais à Abidjan, je fais 4 épisodes de Ma Famille, les 4 derniers épisodes de Ma Famille d'ailleurs. Voilà, et donc à un moment je me dis, bon c'est bien tout ça, après je vais m'asseoir, je fais un calcul, je dis bon là tu vas passer 35 à 40 ans, 40 ans à 45 ans, après tu n'as plus la même capacité d'écrire les histoires, Ouais. Il y aura 8, 5, 6, 9 jeunes humoristes qui au fil des années aussi vont grimper, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je suive des cours d'administration. Pourquoi ce choix de cours d'administration? Pour la simple raison que dans mon pays, le Gabon, les droits d'auteur n'existent pas. Contrairement à chez vous, où j'ai connu à l'époque la Socinada, et puis je crois qu'il y a dû changer de nom. Oui, ça a changé là. Voilà. Même si ça existe, ça ne marche pas très bien. Oui, mais au moins ils perçoivent quelque chose. Même si c'est en train interrompu, mais ça existe. Chez moi, il n'existe pas. On en parle, mais ça va arriver. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc je fais quoi? Après, je me retrouve, j'ai 50 ans, 60 ans. J'ai pas de retraite, parce qu'ici, on n'a pas non plus d'intermittent du spectacle. Donc, écoute, je rejoins l'administration. Tu regardes. Et là aussi, je fais un calcul. Je me dis, je vais intégrer le service de l'intégration régionale. À ce moment, je suis envoyé dans une ambassade à l'étranger. Et peut-être là-bas, je peux continuer mon spectacle face à un nouveau public. Oui. Attaché culturel, ce que vous voulez. Donc, en entrant à l'école d'administration, c'était pour toi une façon d'avoir une seconde, on va dire quoi, un second Serge Abessolo. Exact. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Voilà. J'ai beaucoup de chance. Je sors donc de l'école de préparation en carrière administrative en 2000. C'est pas difficile pour toi d'y entrer? Non, en fait, ce qui était difficile, c'est le regard des gens. Parce que dans mon spectacle, je gagnais déjà énormément d'argent. Je pouvais faire 2 millions, 3 millions en cachet. Et donc les gens ils se disent, attends, le gars là, il plane, il vient faire quoi dans l'école là? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça aux autres? Mais je savais exactement ce que... Je vais même vous dire autre chose. J'étais dans cette école, j'en sors en 2007. J'ai beaucoup de chance, je suis nommé chef du service protocole au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Mais je n'avais pas le bac. Je décide de faire le bac, je crois, j'avais 43 ans. Je le repasse encore, en même temps que ma fille. Donc ses camarades riaient dans la salle. Moi, ça ne m'amusait pas du tout, je savais exactement ce que je voulais. Je l'ai raté encore à 43 ans. Je suis revenu à 44 ans. Donc, parce que, encore une fois, je savais où je partais. Donc, c'est très important dans la vie d'avoir un objectif et de lutter pour y bien sûr. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de projet, vous ne savez même pas où vous allez. Voilà. Et donc, je suis là nommé chef de service. Je suis donc dans l'administration. Et en 2009, je suis nommé à la présidence de la République, directeur des cérémonies au protocole d'État. Et là... Tant que j'étais au PME, ça dérangeait personne, parce que les gens n'étaient pas au courant que l'humoriste là travaille. Et là, c'était sur tout le monde. Oh, on a nommé l'humoriste là. Mais le président, les comédiens. Oh. Est-ce que ça a été dur de porter ce poids sur les épaules des personnes? Non, j'avais appris. Non, franchement, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Je vous le dis. Alors, je vais vous raconter un truc tout de fou. Il y a un ami qui m'a raconté l'histoire d'un type algérien avec son fils. Il est vieux, il a 82 ans, il est fatigué, il a mal aux yeux. Il va sur le marché avec son fils. Donc lui, il est assis sur l'âne. Et son fils marche. Et vous savez ce que les gens disent? Tu vois, le vieux papa là, il préfère faire marcher l'enfant. Lui, il est assis sur l'âne. Le lendemain, il dit à son fils, bon, on va repartir au marché. Cette fois, tu te mets sur l'âne et moi, je marche. Cette fois au marché, on dit, oh, l'enfant là est impoli. Il ne voit même pas que son père est fatigué. Le lendemain, il dit à son fils, alors on va repartir au marché.
Les deux montent sur l'âne et là les gens disent « Ah, la famille là aussi ne voit plus qu'ils sont en train de fatiguer le pauvre animal. » Donc bref, quoi que vous fassiez, on dira quelque chose. Parce que le lendemain il revient, il dit « Bon mon fils, on va faire simple, on va marcher et on soulève l'âne sur la tête. » Et là on dit « Mais vous voyez, on vous avait dit qu'il est complètement débile ce gars. » Donc quoi que vous fassiez, on dira quelque chose sur vous. Et moi, je ne suis pas trop dans ce genre. J'ai pris la vie comme un spectacle. Parce que dans le spectacle, dans la salle, il y en a qui vous applaudissent. Il est bon, il est bon. Les autres disent, oh ça c'est quoi? Dégagez, changez, remboursez. La vie, les humains, ils sont comme ça. Vous dites bonjour à quelqu'un là, vous n'êtes pas arrivé là qui dit. Ça c'est les humains. Donc franchement, je ne crois qu'en moi au début. Ça peut être hautain ou égoïste, ça peut paraître comme ça, mais c'est la triste réalité. Ouais. D'ailleurs, ne dit-on pas on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc acceptez que je crois en moi d'abord, et après on voit les autres après. Ouais. Voilà. Alors justement, juste pour savoir, dans ce tournant décisif de ta vie, quand même, est-ce qu'on peut savoir quels étaient tes... dans le cadre de ton travail, bien sûr, à la présidence de la République, quels étaient tes attributs? Qu'est-ce que tu Le faisais directeur exactement? des cérémonies planifie et organise tous les événements du président de la République. Tout événement du président de la République est cérémoniel. Ça veut dire que tes premiers métiers t'ont aidé dans ce cadre-là? Oui. Énormément. Bon, parce que déjà, je suis arrivé, je connaissais un tas de monde que j'avais rencontré en tant qu'artiste. Que ce soit les ministres, je les avais accompagnés pour la plupart dans leur campagne, ici ou ailleurs. Donc, je connaissais quasiment. Je rencontrais des gens, sauf qu'on avait un regard différent. Avant, ils regardaient comme l'humoriste. Quand tu dis payez-moi 1 million, oh, toi, c'est pour raconter 2 marboules, les histoires, on va te payer. Là, il me disait, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez voir si la semaine prochaine, vous pouvez me caler un rendez-vous sur le président? Là, c'était différent, il me parlait différemment. Oui. Et c'est là aussi qu'on voit la nature des humains, vous voyez. Et le plus dur de ton boulot, c'était quoi? Le plus dur, c'est quand vous n'êtes pas sûr que tout le monde a une place. Parce que imaginez que vous recevez un chef d'État qui vous annonce que j'ai une délégation de 20 personnes et qu'à l'arrivée, vous en avez 45. Ça, c'est gênant. Et comment on règle la situation quand on tombe dans ce genre? C'est pour ça qu'il faut faire des prévisions. Vous gardez en backstage des choses supplémentaires. Ouais. Toujours. Ouais. Est-ce que dans le cadre de ton métier à la présidence de la République, tu as eu des moments où tu veux tout laisser tomber? Tout laisser tomber, oui, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que j'avais pris l'habitude d'être moi. Je ne travaillais que pour moi, j'étais mon patron. Et un jour où le président de la République m'a engueulé, mais j'avais jamais vu ça, je suis allé m'asseoir, je suis allé voir à l'époque un responsable, je lui dis franchement, il m'a mal parlé, quoi. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà. Il me dit, mais laisse, moi-même, il m'insulte, c'est pas grave, c'est ça. En fait, il faut avoir été un bon sujet pour être un bon chef. Voilà. Et juste pour savoir, aujourd'hui, on sait que tu es secrétaire général à des filles de femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est la même chose? C'est moins stressant? C'est quoi exactement? Il n'y a jamais rien de moins stressant. En fait, ce qui vous stresse, c'est quand vous ne vous êtes pas préparé à l'avance. Là, vous pouvez paraître surpris par ce qui se passe et donc dépassé par ce dans quoi vous êtes. Mais dès lors que les choses sont planifiées en amont, il n'y a pas de raison que vous soyez surpris et donc que vous ayez des problèmes. Oui, c'est ça. Voilà. Et par la suite, après cette étape, ce sera encore un autre Serge Abessolo dans un autre métier d'ici là? Dernièrement, depuis que je suis parti de la présidence, j'ai fait un film qui s'appelle Au cœur des femmes. Ah ouais! Tintin! Viens ici! Ça veut dire quoi? Je t'appelle depuis, tu fais quoi? Mon café où? Mon café? Pardon, Tintin, ça arrive. Et ah ouais, faut pas blaguer avec moi. Hein. Ne blague pas avec moi, je ne suis pas Emmanuel. C'est Emmanuel qui blague avec vous. Viens, viens, viens. Viens, je te dis quelque chose. Viens, approche. Je t'appelle. Viens, je te dis quelque chose. Et là, faut pas faire ça avec moi. J'ai compris, non? Voilà. Attends que je suis venu voir, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais patron, ce monsieur que vous voyez, depuis le matin, il est là, à la portail. Il m'a brouillé ici dans mon travail. Je lui ai dit que pour vous voir, il faut qu'il
prend contact, mais il ne veut pas. Il insiste de vous voir pour un problème. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui. Vraiment excusez, il y a le petit Stéphane qui reste juste à côté, qui est gravement malade. On fait le tour des voisins du quartier pour la collecte, qu'on puisse l'aider. Parce que sinon, on le coupera la jambe. Et depuis je dis que je vais vous voir, il me bloque, il me bloque. Tenez, voici ma contribution. Merci monsieur. Bonne journée. Et là encore, c'est un registre où je voulais aider quelqu'un. Je voulais faire plaisir à un jeune réalisateur sans moyens. C'était pas une grosse production avec du matériel, parce qu'on me dit ouais, mais pourquoi tu pars du haut pour jouer avec des... Je dis mais tu peux pas toujours être en haut. Le succès, c'est... ma grand-mère m'a dit, quand tu montes, tu salues toujours tous les gens que tu croises en partant. Parce que le jour où tu descends, c'est les mêmes que tu croises en descendant. Donc, voilà. Donc il faut être partout à la fois. Tu ne peux pas dire non, moi je suis là, donc ceux-là... Non. Le jour où tu n'es plus là-bas, tu fais quoi? Tu reviens dire, bon, est-ce que vous m'acceptez? Non, il te dit... Voilà. On va parler un peu de ta vie privée. Ma vie privée? Ah, je mène une vie tranquille. Oui. Comment ton épouse a reçu cet Abba Solo transformé à chaque fois? Mon épouse, je l'ai rencontrée comme au cinéma. Parce que c'était mon gestionnaire, que je trouvais très joli. Et je lui demandais, vous n'avez pas envie de sortir avec moi? Et puis un jour, elle m'a dit, monsieur Abba Solo, c'est pas que vous ne me faites pas d'effet, mais il se trouve que je suis marié, donc je ne vais pas sortir avec vous. J'ai trouvé ça très, très net et direct. Et puis en 2007, j'avais organisé un spectacle auquel elle était venue assister. Et ensuite, il y a eu l'after dans une boîte de nuit. Et là, je l'ai invitée à danser. Et comme au cinéma, elle m'a dit à l'oreille, vous voulez toujours de moi? Waouh, quelle belle scène. Je dis, ouais. Elle me dit, mais parce que je ne suis plus marié, est-ce que ça vous dit? Je dis, oh, mais toi aussi, même toi-même. Ça pouvait paraître comme un gars qui veut et puis il te dit un truc. Non. On s'est rencontrés, donc ça démarre ce 27 juin et on s'est marié le 28 juin. Voilà. Waouh. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Pour moi? Oui. L'idéal aujourd'hui pour moi, c'est me retrouver dans un organisme qui s'occupe de la production des films. Voilà, on va te dire merci, Serge Abba Solo. Un petit mot peut-être C'est moi qui remercie l'équipe de Canal 2 d'avoir choisi ma petite personne pour me présenter au public du Cameroun, de l'Afrique et du reste du monde par le biais de leur chaîne de télévision. Merci encore une fois et puis j'espère me retrouver face à vous, mais peut-être pour vous parler en qualité de ministre de la Culture. Ouais, enfin on a décroché quelque chose pour la fin de notre entretien. Merci et bien des choses. Ciao, ciao. Quelle histoire passionnante. J'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes avec Serge Abba Solo. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec un autre modèle d'Afrique. Merci à Guy Fotso, à Soflane Kenyé. N'oubliez pas, leur parcours est un exemple. Si lui, alors moi. Gardez cette maxime, elle vous aidera. À la prochaine.